Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, que je saute. Salam alaikum wa rahmatullah. Bon, nous allons voir dans ce TP la création des processus dans le système d'exploitation Linux, leur vie et leur mort. On commence tout d'abord par un petit rappel sur ce que nous avons vu l'année passée sur la chaîne de production d'un programme exécutable. Tout d'abord, étant donné un éditeur de texte, vous allez saisir votre programme, vous allez l'enregistrer en utilisant l'extension de langage de programmation que vous utilisez. Ici, votre programme sera appelé prog.c, par exemple. Ça s'appelle code source. Après cette étape, votre code source sera comment dirais-je, compilé en utilisant un compilateur. Dans le cas de C, vous utilisez le compilateur CC ou GCC. Après avoir compilé votre programme et corrigé toutes les erreurs produites, vous générez par la suite, après compilation du programme, le fichier qui sera généré, c'est le fichier objet d'extension.o. Après la compilation, c'est l'étape de l'édition de liens. Dans cette étape, toutes les bibliothèques incluses dans votre programme ainsi que quelques programmes externes dont vous avez appelé pour exécuter votre programme seront liés dans cette étape pour produire vers la fin votre fichier exécutable. Là, c'est le code binaire, c'est un fichier exécutable, mais c'est un fichier qui se trouve sur disque. Au moment où vous voulez exécuter votre programme exécutable, vous allez lancer une commande où vous allez double-cliquer sur l'icône de l'exécutable. Cet exécutable sera chargé au niveau de la RAM à l'aide du chargeur ou loader du système d'exploitation utilisé. Une fois chargé au niveau de la RAM, une fois on lui associe un espace mémoire pour le code et les données et la pile, votre programme devient un programme exécutable en mémoire. À ce moment-là, on l'appelle processus. Les étapes à suivre pour passer d'un fichier source à un processus sous le système d'exploitation Linux, on peut les résumer dans les 4 étapes suivantes. Tout d'abord, vous saisissez votre fichier source avec un éditeur de texte tel que VI ou Bloc-Notes tout simplement. Vous allez appeler par exemple votre fichier le nom de programme .c. Ensuite, vous allez lancer la compilation et la production du fichier objet. Donc, résultat nom programme.o. La commande associée, c'est gcc-c, le nom du programme.c, vous validez. Deuxième étape, c'est l'édition de liens. Vous allez la voir à l'aide de cette commande. Après, dans l'exemple que nous allons voir à la fin, nous allons regrouper ces 2 étapes en utilisant une seule commande. Donc, nous allons directement compiler et créer le fichier objet. D'accord? Pour exécuter votre programme, appelé votre exécutable qui s'appelle nom programme, il suffit de faire appel à la commande suivante, donc /, le nom de programme. Vous validez, votre fichier sera chargé au niveau de la RAM et va concourir pour l'obtention du processeur et de la RAM pour s'exécuter. On passe maintenant au vif du sujet, à savoir la création d'un processus dans le système d'exploitation Linux. La création d'un processus sous Linux s'effectue à l'aide de la primitive système ou l'appel système fork.
Cette primitive, elle retourne une valeur de type PID-T. Ce type n'est autre que le type Process Identifier, c'est-à-dire l'identificateur du processus, un nouveau type, où on peut tout simplement mettre un entier. On verra par la suite qu'est-ce que ça veut dire. L'appel à la primitive fork permet de créer un processus par duplication complète du processus créateur, c'est-à-dire le processus qui a fait appel à la primitive fork va créer un nouveau processus dont le code est une copie exacte du processus de lui-même, si vous voulez. Donc, le processus créé, le nouveau processus est appelé le fils. Et le créateur, ça veut dire celui qui a fait appel à la création à l'aide de fork, est appelé le père. Donc, on est parti d'un seul processus qui a fait appel à fork. On est arrivé après appel à fork et après exécution de fork à deux processus, fils et père. Les deux processus vont s'exécuter en concurrence, c'est-à-dire le fils nouvellement créé s'exécutera en concurrence avec son père, c'est-à-dire on aura deux processus dans la file des processus prêts qui demandent le processeur pour exécution. Donc, lors de l'exécution de l'appel system fork, le système d'exploitation procède comme suit. Nous allons donner le résumé, après nous allons le voir à l'aide d'un exemple classique. Donc, dès qu'un processus fasse appel à la primitive système fork pour créer un autre processus, le système d'exploitation va allouer une entrée dans la table des processus pour le nouveau processus. Ici, nous allons schématiser des actions pour mieux comprendre. Vous savez que au niveau du système d'exploitation, la table des processus est chargée au niveau de la RAM. Et chaque processus a une entrée dans cette table. Les processus, ils sont identifiés par leur process ID, PID, d'accord? Et d'autres informations, d'autres attributs, entre autres le bloc, le pointeur vers le bloc PCB, le PCB Process Control Block, là où il y a le contexte du processus et tous les attributs nécessaires pour la gestion d'un processus. Maintenant, dès que un processus fasse appel à la primitive fork, le système va créer une nouvelle entrée pour ce processus, pour ce nouveau processus. D'accord? Il va lui allouer un PID unique, c'est-à-dire il va lui donner un identificateur. PID veut dire, à titre de rappel, c'est Process Identifier. Process Identifier. ID. D'accord? Ensuite, il duplique le contexte du processus parent, celui qui a fait appel à fork. Il va faire une copie de son code, les copies de ses données et de sa pile. D'accord? À ce moment-là, on aura deux processus. Une fois toutes ces étapes auront été terminées, ça veut dire que la création du nouveau processus a été effectuée avec succès. Il va retourner la valeur 0 dans le processus fils. Et pour le père, il va lui remettre le ID, le PID de son fils. Comme quoi, une preuve de création de nouveaux processus. Comme quoi, voilà l'identificateur de votre nouveau fils. Parce qu'un père peut créer plusieurs fils à tout moment qu'il a besoin d'en avoir des fils. Il pourra faire appel à la primitive fork.
Une fois le processus fils a été créé, le fils peut hériter de tous les attributs de son père, c'est-à-dire toutes les données, toutes les variables utilisées par le père, le fils pourra les hériter, notamment les fichiers ou les descripteurs de fichiers ouverts par le père. Ceci dit que tout fichier déjà ouvert par le père avant l'appel à la primitive fork. Supposons que le père a déjà ouvert un ensemble de fichiers pour lecture, écriture. À un moment donné, il a décidé de faire appel à fork. Ça veut dire qu'il a créé un processus. À partir de qu'il a fait appel à fork, il a eu un fils. Son fils, maintenant, il pourra accéder à tous les fichiers déjà ouverts avant l'appel à fork. D'accord? Très bien. À l'issue de l'exécution de la primitive fork, chaque processus reprend son exécution après le fork. Déjà à l'appel fork, après fork, on aura deux processus, père et fils. Le père, bien évidemment, il va continuer son exécution à partir de l'instruction qui suit le fork. Le fils, idem. Maintenant, étant donné que le comportement du père et du fils après le fork, il est le même, parce qu'on a le même code, il faut un moyen pour différencier les tâches accordées au père des tâches accordées au fils. Pour cela, on utilise le code retour de la primitive fork. Ce code de retour, nous l'avons déjà vu, qu'il est toujours à 0 chez le fils et il représente le PID du fils chez le père. Un père, il fait appel à fork. Après l'appel à fork, on aura deux processus, père et fils. Cette variable PID, elle contient 0 chez le fils. Et cette même variable PID, elle prend la valeur supérieure à 0 qui n'est autre le PID du fils récemment créé chez le père. Du moment qu'on avait dit que le fils va hériter toutes les variables de ses pères, donc il va hériter même la variable PID. Plus d'explications, nous allons les voir ici dans cette utilisation classique de la fonction fork. D'abord, à noter que fork est défini dans la bibliothèque unie std. Ça veut dire, si vous voulez faire appel au processus, à ne pas oublier la bibliothèque unie std. Comment on l'utilise? On suppose ici qu'on peut avoir d'autres instructions. Ce processus main, tout ça, une fois il est compilé et l'exécutable, est chargé au niveau de la RAM, ce processus est supposons que il s'appelle, c'est un processus P1, dont la partie code est chargée au niveau de la RAM et la partie données, donc data, les données de ce processus, le processus P1, ils sont chargés au niveau de la RAM. Ce processus est en train de s'exécuter. Il exécute première instruction, deuxième instruction, troisième instruction, pardon. À un moment donné, il arrive, à cette instruction PID égale à fork. Ça veut dire qu'il veut créer un processus fils.
comme on va récapituler maintenant tout ce que nous avons vu dans les diapositives précédentes. L'appel à fork permet de créer un nouveau processus dont le code est une copie exacte du pair. L'appel à fork la création d'un processus par l'appel à fork peut passer avec succès ou peut échouer. D'accord? Dans le cas de l'échec, ça veut dire que le système n'a pas réussi pour créer un nouveau processus. Ce cas-là arrive que dans le cas où la RAM est saturée, il n'y a plus d'espace mémoire, ou bien même s'il y a de l'espace mémoire, la table système a atteint le nombre de processus max que le système puisse gérer, donc on ne pourra pas créer un nouveau processus. C'est un échec. L'appel à fork va retourner la valeur -1 dans la variable PID. Et si on retourne -1, il faudra afficher que le fork a échoué. Dans le deuxième cas, l'appel à fork s'exécute avec succès. Donc, c'est le cas de succès. Ça veut dire que le fils a été créé et on a un nouveau processus. Le nouveau fils est une copie conforme du père. Donc, les étapes que nous avons vues ici, allouer une nouvelle entrée dans la table des processus, allouer un nouveau processus, dupliquer le code et les données, et retourner les valeurs PID, fils et père, seront effectuées. Donc, dans le cas de succès, nous allons en revenir. Il faudra copier le code, et copier la zone donnée du processus père dans la RAM. Pour des raisons d'optimisation de l'espace mémoire, du moment qu'on a le même code, ce code ne va pas être dupliqué, mais juste après création, le processus fils, on va l'appeler F, il aura comme code le même code. Donc, le pointeur du code de fils pointera la même zone du code de celle de son père. D'accord? Et le système va lui créer une nouvelle zone de données qu'on va l'appeler zone donnée pour le processus fils. Et celle-là, ça sera zone donnée pour le processus père. Il aura les mêmes données, les mêmes variables. Vous êtes d'accord? Ici, la seule variable qu'on connaît, c'est la variable PID. Puisque le père avait la variable PID qui est de type PID T, après l'appel à fork, cette variable sera dupliquée dans la zone donnée de son fils et on aura une autre variable qui sera appelée PID elle aussi. Donc, vous aurez deux variables de même appellation dans votre programme. Une se trouve dans la zone de données du fils et l'autre se trouve dans la zone de données de père. Deuxième information, le fils a été bien créé. La valeur de retour après création du fils, le système va mettre dans la variable PID qui se trouve dans la zone donnée fils, il va mettre la valeur 0. Donc, il va mettre 0. Et dans le père, dans PID père, il va mettre quoi? Il va mettre le PID du fils, qui est une valeur
bien sûr, supérieur à 0. D'accord? Puisque le père et le fils, tous les deux, vont commencer leur exécution après l'instruction qui suit le fork. Donc, à partir que le fork a été bien créé, on a, comment dirais-je, copié la zone de données, on a pointé le fils vers le code de son père. À ce moment-là, dans notre système de processus, dans la file des processus prêts, on aura le processus P1 et le processus F. Les deux processus, P1 c'est le père bien évidemment, et F c'est le processus, fils. D'accord? Ces deux processus qui se trouvent dans la file des processus prêts demandent tous les deux le processeur. Maintenant, quand le père s'exécute, il continue son exécution après l'appel à fork. Et quand le fils s'exécutera, c'est-à-dire il obtiendra le processeur, il continue son exécution après l'appel à fork. Tous les deux continueront leur exécution dès l'instruction qui suit le fork. Supposons que P1, le processus créateur, a fait appel à fork et il continue l'exécution, c'est-à-dire celui qui dispose du processeur. Donc, il va passer directement vers l'instruction suivante, c'est l'instruction if PID égale à moins 1. On va aller voir le PID du père est égal à combien. On accède à cette variable. Il y a une valeur qui est strictement supérieure à 0, qui est différente de moins 1. Donc, il ne va pas afficher erreur d'exécution ou échec de création. D'accord? Ensuite, il passe à l'instruction d'après. If PID égale à 0. PID n'est pas égal à 0. PID du père est strictement supérieur à 0. Donc, il va exécuter la partie du else. À ce moment-là, il va exécuter le code correspondant au père. Une fois le père termine son exécution ou préempté à cause d'une raison ou d'une autre ou à cause de la terminaison de son quantum, le processeur sera attribué à son fils. Et quand le fils va s'exécuter, lui aussi, il va commencer son exécution après l'instruction qui va suivre le fork. À ce moment-là, il va vérifier if PID égale à moins 1. C'est différent de moins 1. D'accord? Voici le PID du fils. Il va accéder au PID qui se trouve dans sa zone de données, pas celui de son père. D'accord? Il va trouver une valeur qui est différente de moins 1, donc il va sauter cet ensemble d'instructions. Ensuite, il passe à l'instruction d'après. Est-ce que le PID est égal à 0? Effectivement, le PID qui se trouve dans sa zone de données, il est égal à 0. Donc, il va exécuter le code associé. Et là, le père va exécuter ce code-là et le fils va exécuter ce code-là. Et cela va nous permettre de différencier entre les comportements du père et du fils. Nous allons voir ça à travers cet exemple. Donc, regardez l'exemple suivant. On fait appel à fork. On distingue, comment dirais-je, le cas d'erreur de création. Ensuite, là, vous avez une nouvelle primitive exit 1, c'est-à-dire exit dans le cas où l'erreur est acre, erreur de création de processus. Si la valeur PID égale à 0, pardon, ici c'est PID, pas PID fils, il faut rectifier. D'accord? Si la valeur égale à 0, ça veut dire qu'on est dans le fils. Ici, le fils, voici l'ensemble d'instructions exécutées par le fils. Il va afficher, il va s'identifier, je suis le fils, mon PID est, c'est-à-dire il va donner son identificateur. Chaque processus pourra accéder à son identificateur en faisant appel à la primitive système getPID.
chaque processus faisant appel à getPID, c'est-à-dire qu'il va afficher son identifiant. D'accord? Ensuite, il va afficher d'autres informations. Je suis le fils, le PID de mon père, PID est, d'accord? Il fait appel à getPPID, c'est-à-dire get parent PID. Le premier P, c'est pour parent, et deuxièmement, c'est process ID. Else, ça veut dire que PID fils est supérieur à 0. D'accord? Et s'il est supérieur à 0, ça veut dire qu'on est dans le code du père tel qu'il a été expliqué dans la diapositive précédente. Et là, le père va afficher je suis le père, il va afficher son identifiant en faisant appel à get process ID, tout processus, que ce soit père, fils, grand-père. S'il veut avoir son identifiant, il suffit de faire appel à la get PID. Nous allons voir ça à travers un exemple. Nous allons voir comment exécuter un programme sous Linux. Bon, il suffit juste de copier ce code en faisant quelques corrections parce que les éditeurs ne sont pas les mêmes. Donc, copier. Nous allons nous servir tout simplement du bloc-notes. Nous allons copier notre code. On va directement essayer de le sauvegarder. Faites attention, sauvegardez-le dans le répertoire Home. Comme ça, vous n'aurez plus besoin d'accéder au fichier, au répertoire ou de donner tout le chemin d'accès pour arriver à votre fichier. Parce qu'il faut compiler dans le répertoire de travail. Il faut que vos fichiers à compiler, il faut qu'ils se trouvent dans le répertoire de travail. Comme le répertoire de travail par défaut, c'est le Home, essayez de sauvegarder tous vos programmes dans le répertoire Home, comme ça, par défaut. On va donner un nom à notre programme, on va l'appeler tp1.c. On va sauvegarder. Replace. D'accord? Et là, vous avez un programme C avec des couleurs. Ça veut dire que le GCC est installé dans ce système. C'est-à-dire le compilateur C, est installé. On va le laisser comme ça pour détecter les erreurs, erreur par erreur. Comme ça, vous allez apprendre. On utilise le terminal. D'accord? La commande de compilation est la suivante. GCC, c'est-à-dire c'est la commande de compilation C. On donne le nom de notre programme, tp1.c, ça veut dire qu'on veut compiler le fichier tp1.c. Et on veut en même temps tirer O, on veut en même temps créer l'objet, le fichier objet, tp1. C'est avec cette commande que je vous ai déjà parlé au début de la diapo lors de l'explication lors de la présentation des étapes pour compiler et créer le fichier exécutable sous Linux. Ici, nous allons, avec une seule commande, nous allons compiler, et créer le fichier objet. Nous allons valider en tapant la touche Entrée. On a quelques erreurs. D'accord? Nous allons les corriger, erreur par erreur. Comme ça, vous allez apprendre. Bon, première erreur dans la ligne 4. On vous dit que PID fork in program, là, tout ce qui est en rouge, ce sont des espaces inutiles utilisés dans l'éditeur de la présentation pour pour un affichage clair. Et là, on va supprimer tous les espaces qui se trouvent avant les virgules, comme ça.
on enregistre, on sauvegarde et on recompile une autre fois. Pour avoir la commande de compilation, vous avez les flèches de défilement, les flèches des sens haut, bas, droite et gauche. Vous appuyez tout simplement sur la flèche de haut, vous obtiendrez toutes les commandes déjà tapées. Et là, nous avons la commande de compilation. On valide en tapant par entrée et on va vérifier les erreurs suivantes. Ici, il nous dit dans la ligne 7, Implicit Declaration of Function Exit. Là, bien évidemment, nous avons fait appel à la primitive exit et nous n'avons pas utilisé sa bibliothèque. La bibliothèque de la fonction exit, c'est la stdlib. Donc, il suffit de faire appel à la stdlib, comme ça, stdlib, et cette erreur ou warning, cet avertissement, disparaîtra. On fait appel à la commande de compilation une autre fois. Là, vous voyez que les erreurs, le nombre d'erreurs se réduit à chaque fois qu'on élimine les erreurs. Dernière erreur, c'est dans la ligne 9, regardez, c'est 9, c'est la variable PID fils undeclared. Tout à fait, parce que on a utilisé la variable PID pour récupérer le résultat du fork, et là, on teste PID fils. Donc, on met à jour notre variable. Donc, la variable utilisée, c'est la variable PID, c'est une erreur de saisie. On sauvegarde en appuyant sur CTRL S, d'accord? Et on recompile pour espérant la dernière fois. Là, on appuie sur la touche de défilement de haut pour récupérer notre commande de compilation. On valide et là, vous voyez, aucune erreur n'est affichée. Donc, notre programme ne contient aucune erreur. Pour l'exécuter, vous utilisez la commande suivante. Tout simplement, /, le nom de votre programme, à savoir TP1. Et vous tapez sur Entrée, et là, votre programme a été créé. Vous avez deux processus. Le premier processus se présente. Je suis le fils, mon PID est, regardez ici, 18407. Une autre information pour le fils, une autre instruction. Là, vous pouvez mettre toutes les instructions, tout le type des instructions. Seulement, pour voir l'exécution, nous avons utilisé des instructions d'affichage pour avoir une interaction avec les processus qui se trouvent dans le système. Le fils, ici, il présente l'identité de son père. Il vous dit, le PID de mon père est 18406. Regardez, l'identifiant du père est inférieur à celui du fils par 1. Le père avait 18406 et le fils qui a été créé après le père, c'est 18407. D'accord? Après, le père vous a affiché « Je suis le père, mon PID est 18406 ». Bien évidemment, c'est son fils. Il se présente comme étant père du fils. Les identités sont conformes. D'accord? Là, vous avez vu que le fils a été bien créé. Et là, la question posée généralement par les étudiants disent, ça c'est une instruction if. Normalement, lorsque if s'exécute, dans l'exécution, on trouve soit cette partie, soit cette partie. C'est l'alternative. D'accord? Si PID égale à 0, ça veut dire on exécute ça. Si elle ne l'est pas, ça veut dire qu'on va exécuter ça. Normalement, on doit trouver une des exécutions, soit celle-là, soit celle-là.
D'accord? Alors, en exécutant, nous avons vu que le if a été exécuté et son alternation ou l'alterné a été elle aussi exécutée. Et là, tout simplement parce que vous avez deux processus, pas seulement un. Vous avez le père dont son code commence par là et le fils dont son code commence par là. Et tous les deux demandent le processeur et tous les deux s'exécutent. Sachant que le fils va trouver dans son PID 0, il va exécuter ça. Et le père va trouver dans son PID une valeur supérieure à 0 et va exécuter l'autre partie alternée. C'est tout. On verra la suite, qu'est-ce qu'on a comme suite. Ici, la suite, nous allons voir la synchronisation entre les processus entre le père et son fils. Pour bien comprendre cette partie de synchronisation, d'abord, nous allons faire une petite modif sur le programme que nous avons dès maintenant. Regardez, on veut se positionner dans la situation suivante où le fils s'exécute plus longtemps que son père. Ça veut dire que le fils a un nombre d'exécutions plus important que son père. Il va rester dans le système plus de temps que son père. Regardez, le père a une instruction de printf qui s'exécute même pas une fraction de seconde. Moins. D'accord? Pour se mettre dans cette position, dans cette situation, avoir un fils qui s'exécute plus longtemps que son père, on va se servir de la primitive système sleep. Par exemple, on va utiliser sleep 2 secondes. Pardon? Ça veut dire sleep 2 secondes. Sleep est une primitive système utilisée pour faire endormir un processus, pour suspendre un processus une durée de temps bien déterminée. Si un processus fasse sleep 2 secondes, ça veut dire qu'on va suspendre son exécution pendant 2 secondes. Si un processus fait sleep 10, ça veut dire qu'il va être suspendu pendant 10 secondes. Par contre, ici, on va l'utiliser pour simuler, pour se positionner, pour se mettre, pour avoir cette situation que le fils s'exécute plus longtemps que son père, c'est-à-dire le fils se présente dans le système plus longtemps que son père. Donc ici, vous avez dans votre code, première instruction, c'est une instruction d'affichage et un appel à la primitive d'identification, getPID. Ensuite, une suspension de 2 secondes. Ça veut dire que le processus, là, il ne va pas utiliser le processeur parce que c'est une suspension, mais il est dans le système. Après cette suspension, il aura le processeur pour exécuter les instructions d'après. Ici, nous avons une seule instruction. D'accord? Et le père a seulement une seule instruction qui s'exécute en quelques nanosecondes, si vous voulez. D'accord? Donc, le temps d'exécution du père est vraiment très court par rapport à celui de son fils. Nous allons recompiler notre programme et voir que va-t-il se passer dans cette situation. On sauvegarde avec CTRL S et on fera appel à la commande de compilation une autre fois, tout en défilant, en utilisant les flèches de défilement. On valide, plus d'erreur, on réexécute et là, on voit, regardez, le père s'est exécuté en premier. Cette fois-ci, remarquez comment dirais-je, les différents scénarios d'exécution. Au début, c'est le fils qui s'est exécuté en premier. Maintenant, c'est le père qui s'est exécuté en premier. Mais là, ça n'a rien à voir avec l'utilisation de sleep. Si vous voulez la voir, il suffit de commenter la primitive sleep, recompiler
et exécutez plusieurs fois votre programme, vous allez voir que à chaque fois, quel est le processus qui va être lancé en premier. Tout dépend le contexte du système et le scheduler, comment il fait appel au processus. D'accord? Là, le père s'est exécuté en premier, il se termine. Ensuite, le fils s'exécute, d'accord? Il donne son identificateur. Ensuite, on aura, regardez ici, on récupère le prompt du système. Ça veut dire que le processus qui s'est exécuté, TP1, qui est le père, a libéré le shell. Il a terminé son exécution. Et le fils, son fils, qui reste dans le système plus longtemps que son père, continue l'exécution. Il s'identifie. Le PID de mon père, il donne un autre PID. Regardez, ce n'est pas le PID de son fils. Parce que le PID de son père, pardon, c'est celui-là. C'est 18 467. Ce n'est pas 1884. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que le père a terminé avant son fils. Il a quitté le système. Et maintenant, quand un processus se termine, c'est son père qui est responsable à la récupération de la valeur de retour et les statistiques d'exécution. Puisque le père est mort avant ce fils, c'est un fils orphelin. Le système d'exploitation, que va-t-il faire? Il va effectuer une adoption de ce fils par un autre processus dans le système. Généralement, c'est le processus init d'identificateur 1, mais sous certaines distributions Linux, c'est le processus ancêtre, c'est-à-dire le grand-papa, le grand-père. D'accord? Maintenant, on verra cette situation où le père se termine avant son fils. Que se passe-t-il dans le système d'exploitation? Bon, cette situation s'appelle synchronisation entre père et fils. Ici, dans certains cas, le père meurt avant la terminaison de son fils. Il termine avant son fils. À la terminaison du fils, pardon, on dira que ce dernier est dans un état zombie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un fils dont les données et le code, pardon, sont supprimés. D'accord? Et là, il y aura un problème de synchronisation entre père et fils. Un fils qui n'a pas de père, alors que le père, c'est le responsable de la gestion des ressources. Et quand le père quitte le système, c'est parce que c'est lui le créateur, c'est lui le déteneur du code et des variables. Donc, il va, comment dirais-je, le code et la zone donnée seront détruites. Et là, le fils, il n'aura pas de code. D'accord? Maintenant, lorsqu'un processus se termine, le système va détruire son contexte. Il ne laisse que l'entrée de ce processus dans la table des processus le concernant. D'accord? Tout processus qui se termine, tout le contexte du processus est détruit. Il reste pour ce processus, uniquement son entrée dans la table des processus. À ce moment-là, le processus père devra effectuer un appel, à la primitive wait. On verra comment à l'aide des exemples. D'accord? À l'aide de cette primitive, le père récupère la mort de son fils. Il cumule les statistiques de celui-ci avec les siennes et c'est lui le responsable de la destruction de la table des processus concernant son fils défunt. D'accord? Là, c'est dans le cas
où le fils se termine avant son père. D'accord? Le processus fils disparaît complètement, où la communication entre le fils zombie et le père s'effectue par le biais d'un signal transmis du père vers le fils. Ce signal, c'est le signal sick child ou mort du fils. D'accord? Ce signal, il sera envoyé automatiquement lorsque le fils fait appel à la primitive exit. D'accord? On verra tout ça à travers un exemple et avec une explication bien, comment dirais-je, bien claire. Là, si le père n'attend pas la mort de son fils, ça veut dire le père, comme le cas qu'on a vu dans le programme précédent, nous avons vu que notre code, regardez, le père n'a pas fait appel à wait et le fils s'exécute plus longtemps que son père. Dans ce cas-là, si le père n'attend pas la mort de son fils, ça veut dire qu'il ne va pas utiliser wait, alors la table des processus n'est pas libérée. Il y aura une surcharge et une saturation de cette table. D'accord? Donc, il est impératif que tout processus père qui a créé des fils, il faut qu'il fasse appel à la primitive wait. Pourquoi? Parce que à la terminaison de leur fils, de ses fils, pardon, c'est à lui la responsabilité de détruire leur entrée dans la table des processus. Sinon, on aura une saturation qui est une cause de non-création de nouveaux processus. D'accord? On verra maintenant les deux nouvelles primitives. La primitive exit, qui provoque la terminaison d'un processus. Donc, tout processus faisant appel à la primitive exit, il provoque sa terminaison. Il quitte l'exécution. D'accord? La bibliothèque utilisée, c'est la stdlib. Nous l'avons déjà vu lors de la correction du premier programme. La primitive wait est une primitive utilisée par le père. Père, ça veut dire c'est un processus qui a fait appel à fork. Tout processus qui fasse appel à fork, il va créer des nouveaux processus qui sont des fils, il devient père. D'accord? Obligatoirement, il doit faire appel à wait pour attendre la fin de ses fils. Dès la réception du signal sick child, le père, que va-t-il faire? Il va détruire la table l'entrée dans la table des fils adéquats, d'accord, pour récupérer de l'espace mémoire. Parce que tout processus qui termine son exécution, que ce soit père ou fils, le système d'exploitation récupère l'espace et toutes les ressources adéquates. D'accord? Et tout processus fils qui termine, il passe à l'état zombie jusqu'à ce que son père ait connaissance de sa terminaison. D'accord? La primitive wait, elle est définie dans les deux bibliothèques suivantes. systypes et syswait. L'appel à wait est tout simplement wait. Elle retourne quoi? Elle retourne l'identifiant du processus qui vient de se terminer, de type PIDT. D'accord? Et on récupère aussi le statut du fils à terminer. Cette primitive permet d'attendre la mort d'un fils.